Bonjour et bienvenue dans cette conversation sur la psychogénéalogie où j'accueille aujourd'hui Vanessa Desdois pour en parler. Bonjour Vanessa, Bonjour Nadia. ça va bien? Oui, merci de me recevoir, de m'accueillir et bonjour à toutes et à tous qui suivaient cette visio aujourd'hui. Alors, pourquoi finalement, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi j'ai choisi la psychogénéalogie? Parce que c'est une technique vraiment moi, me tient beaucoup à cœur. Je l'ai utilisée pour moi-même. Et puis, je trouve qu'on ne la connaît pas encore assez. Quand j'en parle autour de moi, souvent les gens ne savent pas ce que c'est. Or, je trouve que c'est une technique quand on travaille sur soi, quand on a aussi des blocages dans la vie, etc. Je trouve que c'est une technique qui peut vraiment être très, très intéressante. Et puis, il me semble, mais ça, Vanessa, tu nous expliqueras tout ça après, c'est un pan de la psychologie finalement, et ça n'a rien à voir avec des choses un petit peu qu'on pourrait croire ésotériques ou autres, parce que je sais qu'il y a des personnes que quand je leur explique sont assez étonnées. Bon, tout d'abord, Vanessa, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu puisses un petit peu te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? Voilà. Alors, avec plaisir. Donc Vanessa Desdois, donc moi je me décris aujourd'hui comme architecte du bien-être et fondatrice de Caléidessence. Donc le côté architecte, c'est parce qu'à la base j'ai des études d'architecte, j'ai été diplômée il y a 10 ans. Donc voilà, c'était joué sur ce petit jeu de mots. Et aujourd'hui, donc j'ai fondé il y a quelques mois déjà maintenant Caléidessence. Donc c'est une entreprise qui permet d'accompagner avec deux types de programmes. Un premier programme sur 6 mois, un petit peu comme toi Nadia, ce que tu proposes en coaching, avec des séances récurrentes pour travailler notamment avec la naturopathie, à laquelle je me suis formée en reconversion il y a quelques années avec quelques outils de développement personnel, de créativité aussi. Et le deuxième pan de programme que je propose aujourd'hui, ce sont les consultations mensuelles en psychogénéalogie et transgénérationnelle. Et en fait, pour en dire deux mots sur cette pratique, ce qui m'anime un peu, c'est de voir à quel point on peut mettre en lumière en fait des pans d'histoire entière et c'est une reconnexion à soi, une reconnexion à ses origines que je trouve juste fabuleuse à expérimenter en tout cas comme travail. Ok, super, Voilà. super, merci pour cette belle présentation. Tu fais beaucoup de choses et j'imagine qu'en fait, dans ta pratique, tu vas vraiment pas utiliser que la psychogénéalogie ou autre chose, comme je vois que tu fais aussi de la naturopathie, aussi beaucoup d'outils, du coaching, etc. Donc, ça a l'air très, très intéressant tout ça. Mais par rapport à la psychogénéalogie, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux donner une définition? Qu'est-ce que la psychogénéalogie finalement? Alors, la psychogénéalogie, on peut voir ça déjà au niveau du terme. C'est un terme qui a été créé dans les années 70 donc par Anne-Ancelin Schusenberger et Alejandro Jodorowsky. Ce sont du coup les initiateurs de la psychogénéalogie en France. Et en fait, la psychogénéalogie, elle vise à définir entre les générations, pardon, ce qui a pu, comment dire, ce qui peut se répéter en termes de prénoms dans l'arbre qui reviennent, en termes de corrélation de date, par exemple, d'une date de naissance qui coïncide avec une date de décès plus loin, ou vice-versa. Il y a aussi ce que Anne Ancelin appelle le syndrome anniversaire. Donc là, c'est par exemple un schéma qui se répète à l'âge de 5 ans. Et puis, on se rend compte en faisant le travail qu'à 5 ans, son père a vécu quelque chose et que son grand-père à 5 ans, la même chose. Donc là, on est sur une histoire de cycle répétitif. On parle aussi en psychogénéalogie de traumatismes qui se transmettent en fait de façon inconsciente. Et là, dans les traumatismes, on parle aussi de charges émotionnelles importantes. Et puis, je dirais que la psychogénéalogie, elle permet de répondre à la question de savoir qui suis-je. Ça nous permet, en fait, en explorant notre arbre généalogique, donc c'est vraiment l'outil qu'on utilise en séance, ça permet, en fait, de travailler la psyché de l'arbre et donc de contacter des événements, des traumas qui se sont passés plus haut pour les mettre en lumière et comprendre la source de nos problèmes aujourd'hui. Et puis, peut-être quelque chose à ajouter de l'ordre qu'en psychogénéalogie, on part d'un postulat en fait qui est qu'on ne naît pas vierge. On vient en fait avec une transmission, un héritage génétique qui est tout aussi important, plutôt un héritage transgénérationnel, pardon,
qui est tout aussi important que l'héritage génétique, et ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. D'accord. Ok, Ouais. donc là, en fait, c'est même il y a même un support biologique finalement, l'épigénétique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, donc moi je suis biologiste, hein, l'épigénétique, c'est vraiment la capacité de nos gènes à changer en fonction de notre environnement, nos émotions, etc. Et donc, j'imagine en lien avec la psychogénéalogie, si un de nos ancêtres a eu, il y a par exemple des cas, hein, des études scientifiques un fort choc émotionnel, une forte émotion, ou a vécu la famine ou ce genre de choses, et ben en fait, il y a certains gènes qui vont se modifier, donc après, qui vont être transmis à la descendance. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Ok, Ouais. ok, super intéressant. Et alors, mais dans quel cas on peut utiliser la psychogénéalogie? Est-ce que c'est pour Euh, tout le monde? Est-ce que c'est pour des cas bien particuliers? Est-ce que quand alors, on y va? ouais. Quand est-ce qu'on y va? Quand on sent que quelque chose est lourd à porter pour nous, quand on sent qu'on n'en peut plus, qu'on ne comprend pas ce qui se passe, en fait, là, ça peut être le signe déjà de se faire accompagner. Et puis, il y a aussi tout le ressenti émotionnel que ça va pouvoir faire ressortir. Par exemple, une colère qui perdure sans vraiment trop savoir pourquoi, une tristesse, des peurs aussi. Là, il est important en fait de définir à travers le travail ce que l'on porte et ce qui nous appartient réellement en fait. Hmm. Oui, ça me fait penser, je disais donc au début de cette interview que moi-même je l'avais utilisé comme outil pour moi dans ma vie personnelle. Et moi, je l'avais utilisé notamment pour des dépressions récurrentes et c'était l'émotion de tristesse. C'est au moment où je me suis rendu compte que je me suis toujours vue petite, enfant, hein, toute petite déjà triste. Je me disais, mais je suis quand même pas née triste. Et en fait, si, et je portais ça finalement. Et ça me fait penser aussi à un autre ami, pareil, lui, il était très très colérique, il a toujours été très colérique. Il s'est dit, mais je suis née avec cette colère, donc elle vient pas de moi, elle vient d'avant, voilà. Donc tout à fait, oui, oui, c'est vrai que ça peut être finalement un premier indice sur pourquoi utiliser cette psychogénéalogie, parce que justement, quels sont les indices qui va nous faire dire, tiens, tel blocage ou telle émotion, ça viendrait peut-être de mes ancêtres, et il y aurait un travail transgénérationnel à faire. Comment on sait, comment on voit ça? Moi, je disais, voilà, cette tristesse, j'ai l'impression que je l'ai depuis que je suis née, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres choses? Oui, complètement. On pourrait voir donc deux types de problématiques. Donc celle qui est de l'ordre qu'on vient de citer, d'une émotion dont on ne sait pas, on ne sait pas reconnaître qu'elle nous appartient. Donc là, le transgénérationnel a toute sa place. Et puis après, il y aurait aussi la question des problèmes de place, justement. Et ça pourrait se traduire typiquement dans j'arrive pas à trouver ma place au travail, j'ai des problèmes avec l'autorité, la hiérarchie. J'arrive pas à trouver ma place dans ma fratrie, j'arrive pas à avoir d'enfant, à concevoir, à accueillir un enfant. Ça pourrait être aussi le cas de ne pas savoir se situer dans le couple, en fait, ou dans la création de la construction amoureuse. Ou, voilà, par exemple, ne pas réussir à s'installer physiquement dans un endroit et pouvoir être apaisé par rapport à cette situation. Tout ça, en fait, c'est des raisons qui peuvent nous mettre sur la piste qu'une exploration en psychogénéalogie et transgénérationnelle pourrait mettre en lumière, voilà, un enjeu, un traumatisme, un deuil bloqué peut-être Hmm. plus haut, qui pourrait nous Ah expliquer la oui. cause de notre désordre aujourd'hui. Hmm. Oui, et puis trouver sa place, c'est vraiment enfin, moi qui accompagne des personnes en burn-out, souvent, c'est ce que j'entends beaucoup, c'est qu'elles n'ont pas su trouver leur place au sein du travail. Elles sont épuisées aussi. Enfin, il y a plein de choses derrière, des besoins psychologiques qui n'ont pas été respectés, etc. dans le burn-out. Mais souvent, il y a cette question de je me sens pas à ma place, je me suis pas sentie à ma place et je suis totalement perdue. Donc, c'est vachement intéressant. C'est Et ça. dis-moi, Vanessa, comment se passe, alors pour un peu plus dans le concret, pour que les gens s'imaginent comment ça se passe, une séance finalement, ou combien de séances il faut? Déjà, j'imagine qu'une ne suffit pas. Comment ça se Exactement. passe ce travail en psychogénéalogie? Tout à fait. Alors en fait, je pars sur le principe d'une séance tous les mois. Une Hmm. séance dure 1h30 et il est important en fait qu'elle soit espacée de ce temps pour plusieurs raisons. La première, c'est en fait, le travail du transgénérationnel ne se fait que sur les actes d'état civil.
On part voilà, de notre juge de paix pour commencer à établir le dessin de l'arbre, en fait. Parce que du coup, c'est un travail qu'on fait debout avec une feuille accrochée au mur et on va vraiment venir dessiner et poser chacun de nos ancêtres. Mhm. Donc c'est un temps déjà important pour ce travail de recherche d'état civil, mais c'est également un temps important pour le temps d'échange et de discussion avec la famille, pour récolter des témoignages, pour recouper les témoignages, se rendre compte parfois des dissonances dans les discours, parce que ça aussi, ça parle en fait. Donc c'est aussi toucher du doigt les secrets, les non-dits pendant tout ce travail oui, où émerge l'inconscient en fait. Donc c'est un temps primordial. Et puis c'est aussi le temps du travail vraiment personnel et inconscient, avec par exemple comment dire, l'expression des rêves ou des cauchemars, des synchronicités qui arrivent, que du coup on vient en fait ajouter à toutes les, comment dire, toutes les facettes un petit peu d'état civil qu'on a, ça vient constituer du coup le côté psycho de la généalogie en fait. Ouais, ça a l'air hyper complet finalement. On va aller chercher beaucoup de choses, mais pardon, j'ai l'impression que c'est aussi, enfin bon, moi pour l'avoir fait, mais aussi que c'est très difficile finalement, surtout dans certaines familles où on parle pas, ou parfois aussi il y a peut-être, si les grands-parents sont déjà décédés ou qu'il y a tout un pan de famille qui est absent, qui est pas là. Et puis même aller parler à ses propres parents peut-être ou à son entourage proche de ce qui a pu se passer comme événement douloureux dans la famille. Est-ce que ça doit pas être toujours évident? Parfois, c'est pas toujours possible. Si c'est pas possible, comment on fait? Voilà, quand Complètement. par exemple, je sais pas, on peut pas parler à notre mère de telle ou telle chose, on ne parle plus à sa propre mère, ou voilà, enfin comment? Est-ce qu'il y a d'autres techniques en psychogénéalogie pour aller débloquer ça ou... Oui, alors c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident d'avoir un dialogue aisé dans chaque famille. Pour autant, il faut savoir que toutes les informations importantes, il faut savoir qu'elles seront toujours délivrées au juste moment de là où on en sera dans le travail et prêt à recevoir cette information. Donc, quelque part, essayer d'aller chercher, butiner un petit peu une info auprès de quelqu'un et puis se prendre un peu des claques ou pas avoir un échange aisé. Ça peut être aussi parce que notre inconscient personnel n'est peut-être pas prêt à recevoir l'information, peut-être douloureuse et très compliquée que la personne a vécue. Voilà, ça peut être une histoire de viol, d'abus, de meurtre qui s'est passé, qui est très lourd et qui a porté beaucoup de honte. Et c'est la raison souvent pour laquelle, dans le contexte où il faut bien replacer la situation, il a été préférable de nier, de cacher l'histoire plutôt que de porter une honte sur la famille entière, par exemple. Donc après, on travaille toujours avec les informations qu'on a. On a d'autres techniques pour essayer d'aller un petit peu à la pêche aux informations. Ok. Mais c'est important, par exemple, aussi de savoir qu'on ne se met jamais avec un compagnon ou une compagne par hasard et que nos arbres viennent un peu faire miroir. Donc, quelque part, un endroit où on viendrait vraiment bloquer chez nous, peut-être qu'on pourrait trouver une réponse ou un fil de réponse dans l'arbre du compagnon, en fait. Oui, c'est vrai qu'il paraît que les couples sont des vrais miroirs aussi, et même au niveau des familles, on peut observer ça, que on retrouve des problématiques dans les deux familles. C'est assez fou, hein, comme on s'attire, on croit que c'est le hasard ou quoi, pas du tout. Pas du Exactement. tout. Et je crois même que c'est Anne Ancelin qui disait on peut, par exemple, une personne qui fait la démarche mais qui a été adoptée, donc qui n'a pas d'informations, par exemple, sur sa mère ou sur son père, elle peut trouver justement la réponse peut-être dans l'arbre de l'autre parent par qui elle a été élevée, en fait, parce que du coup, joue le miroir de la lignée des parents. Donc c'est assez bluffant de constater dans le travail, de voir toutes ces corrélations qui se jouent et ça nous échappe complètement, en fait. Ok. Et quel type de corrélation, tu parles de corrélation, je crois que tu as un peu évoqué les dates d'anniversaire ou ce genre, ou le même type d'événements récurrents, ou Tout le à même fait. type de maladie peut-être, justement, comme dans le cadre d'une Exactement. thérapie, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Ça va être déjà un premier regard au niveau des prénoms, en fait. C'est vrai qu'à l'époque, on avait souvent deux, trois prénoms. Et ben ça, dans la transmission dans l'arbre, en fait, c'est pas qu'une transmission de prénoms, c'est une transmission de l'inconscient entier, donc d'un projet
pour la personne à naître, en fait. Et d'ailleurs, Noël Lamy, avec qui je me suis formée donc, à cette technique de psychogénéalogie et transgénérationnelle, aime beaucoup rappeler en fait qu'on est la concrétisation du projet de vie d'un de nos arrière-grands-parents. Et en fait, voilà pourquoi il y a l'histoire qui vient se répéter et que nous, en psychogé, on travaille sur de 4-5 générations. On arrive à trouver les réponses parce qu'après, c'est des choses qui viennent en cascade se répéter en fait. Donc, il y a les prénoms, il y a les dates, comme on disait tout à l'heure, et puis les pathologies, effectivement, comme c'est un petit peu le cadre aussi du sujet avec toi aujourd'hui, c'est que une pathologie quelconque qu'un aïeul a fait plus tôt, bah, c'est pas anodin en fait. Et si ça se reproduit chez nous, bah, ça veut dire qu'est-ce qu'on vient mettre en lumière pour comprendre l'origine du problème. Bah d'ailleurs, oui, ça m'en vient à ma prochaine question. Bah, comme tu le sais, moi, je suis neurobiologiste. Ma spécialité, c'est le cerveau. Et en fait, j'aimerais bien savoir ce que dit la psychogénéalogie de tout ce qui est pathologie mentale, trouble mental, voilà, tout ça. Qu'est-ce que dit la psychogénéalogie? Quelle est son interprétation? D'où ça vient? Ouais. Alors, du coup, il y a une phrase importante qui dit que chaque maladie, elle vient à nous parler de nous pour nous faire évoluer. Donc, c'est vraiment l'inconscient qui va se transmettre de génération en génération pour venir nous faire évoluer dans cette incarnation-là. Et au niveau des pathologies mentales, par exemple, on dit aussi que le déni des parents fait le délire de la génération suivante. Donc là aussi, il y a une répercussion en fait de l'ordre du traumatisme, ce qu'on appelle du fantôme en psychogénéalogie, qui peut être un deuil bloqué, par exemple, avec du coup cet élan de tristesse dont on ne comprend pas la source en fait. Et ben, elle peut, et puis un traumatisme plus grave, on pourrait dire, un cas d'abus, un cas de faillite ou de voilà, plein d'ordres différents ont un impact en fait sur sur comment dire, la constitution physique et mentale de la personne. Ok, d'accord. Donc finalement, ce serait oui un traumatisme quelconque d'un ancêtre qui pourrait ensuite comment dire, être amplifié dans la génération suivante, qui fait qu'au bout d'un moment, on aurait même des pathologies mentales très lourdes, très fortes. Complètement, complètement. Et d'ailleurs, c'est Françoise Dolto disait, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ouais. Ou Jung, tu dois bien connaître, dit que ce ne sont pas enfin, nous ne guérissons pas nos maladies, c'est nos maladies qui sont là pour nous guérir. Ouais, Dit tout d'une à autre façon, tout ce qui ne se fait pas en conscience se fait en biologie. Donc, il y a tout cet impact transgénérationnel qui est Ouais, c'est présent. pas évident hein, d'accepter ça. Moi, je vois aussi avec les personnes que j'accompagne toujours de leur expliquer que leur problème physique, là, il y a peut-être une émotion derrière justement qui s'est imprimée, qui est restée bloquée, qu'il faut aller évacuer. Et je pense que c'est encore plus dur, même par exemple pour les parents, les grands-parents, de voir que ces propres problèmes ont été répercutés parfois sur nos enfants. Et on n'a pas envie de ça. On a envie que nos enfants soient heureux, grandissent sereinement. Et en fait, on voit que ça se répercute parce qu'en fait, il faut d'abord s'occuper de soi. Hein, ça, c'est... Ouais. C'est sûr. Mais peut-être je pourrais ajouter dans cette démarche de travail, bien sûr, on fait d'abord pour soi parce qu'on constate en fait un effet négatif, un schéma répétitif qui nous empêche d'avancer, de trouver notre place. Mais du coup, en faisant ce travail-là, on vient mettre en lumière l'arbre entier. Donc, on vient apporter en fait une guérison sur l'histoire passée de nos ancêtres. Donc, nous, on vient se guérir par la même occasion et du coup, on fait le travail aussi pour notre descendance. Donc, je dirais c'est un gros travail global sur l'arbre entier et pas que sur soi, en fait. Ok, ok, Mm. super. C'est bien de se dire que finalement, on travaille pour soi et pour les autres. En allant mieux soi, on fait en sorte que les autres aillent mieux aussi. Bon, ça, c'est les Complètement. lois de l'univers aussi, comme on est tous liés, etc. Ok. Tout à fait. Et alors, dis-moi, parce que moi, comme je suis spécialiste de la dépression et du burn-out, Oui. j'aimerais bien, si tu en as, Mhm. donner peut-être des exemples particuliers dans le cas, prenons d'abord la dépression, peut-être, est-ce que Mhm. euh,
c'est quoi en psychogénéalogie une dépression? Comment est-ce que tu as peut-être des exemples de cas concrets, de gens que tu as connus qui a travaillé là-dessus? Alors, déjà, ce que j'aurais envie de juste dénoncer par rapport aux maladies, c'est que bon, tout le travail que tes clients font avec toi en cas de dépression, de burn-out, c'est de rééquilibrer en fait une hygiène globale de vie. Et ça, d'un point de vue naturel, on sait qu'il y a beaucoup à faire, que ce soit sur l'alimentation, la respiration, la méditation, la mise en mouvement, le sommeil. Voilà, il y a beaucoup de clés avec lesquelles intervenir. Mais du coup, il y a la question en psychogénéalogie pour la dépression, c'est que on a la notion voilà, que ça fait forcément suite à une haute pression. Donc, quelque part, c'est de se dire, OK, la maladie, la dépression arrive, donc ça veut dire, c'est bon, je comprends, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, en fait, c'est déjà un premier signal vers la guérison. Et en parlant de signaux, j'aurais envie de te partager cette petite analogie que je fais souvent avec la voiture et que je présente souvent à mes clients. C'est typiquement, on conduit sur l'autoroute, on est à fond à 130 et puis tout va bien. Et d'un seul coup, le petit signal lumineux du tableau de bord rouge s'allume. Ce qu'on a tous réflexe de faire, c'est de se mettre sur le bas-côté pour voir ce qui ne va pas. On est bien d'accord. Par contre, est-ce que ça nous viendrait à l'idée, en fait, d'aller sortir le marteau du coffre et d'aller donner des grands coups sur le tableau de bord en se disant, il n'y a plus de signal rouge, je suis tranquille, je peux repartir. Non, tu es bien d'accord avec moi, c'est pas vraiment la meilleure des mesures à faire. Pourtant, c'est malheureusement souvent comme ça qu'on fonctionne au quotidien. Donc, en fait, voir qu'il y a des stades de maladie et que les petits bobos du début, je ne sais pas moi, par exemple, ça commence par un mal de tête, une migraine, un vomissement, voilà. C'est déjà des premières alertes pour nous dire il y a quelque chose qui ne va pas dans ton environnement, que ce soit l'alimentation ou autre. Donc, ça nous met enfin, c'est censé nous mettre en vigilance pour réajuster un peu le curseur. Force est de constater qu'on passe souvent à côté, donc à tort ou à raison, parce que l'inconscient peut aussi nous faire complètement, ne pas voir, en fait, Ouais. occulter, exactement. On n'a même pas de symptômes parfois, on est tellement dans le On est déni que tellement... même le corps est dans le déni. Ça, j'ai déjà vu aussi. Exactement. C'est exactement ça. Que du coup, on passe au stade déjà suivant, donc des maladies chroniques. Donc, un asthme peut s'installer, on peut avoir de l'eczéma, voilà, plein de choses. Et puis, si on continue à occulter, donc consciemment, inconsciemment, on en finit aux maladies dégénératives, en fait. Le cas des cancers, des Alzheimer et tout ça. Donc, c'est important, en fait, voilà, de remettre le focus sur les signaux. Et là, la dépression, elle vient clairement avec un peu cette nostalgie, cette mélancolie. Elle vient nous dire, OK, qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, c'est important que je m'écoute et que je vois un petit peu, est-ce que cette dépression, elle est à moi, suite à ma haute pression, parce que je n'ai pas suivi, j'ai pas su écouter mes limites, ou est-ce que c'est la dépression de l'arbre, en fait, qui se joue à travers moi? Et là, tout le transgénérationnel a sa place, en fait. Oui, mais alors comment distinguer les deux? Comment on saurait? Je veux dire, est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient d'un ancêtre? Qu'est-ce que... Ouais, c'est justement en fait tout le travail de mise en lumière des générations au-dessus de nous, en faisant la corrélation de date, de prénom. En fait, c'est tout ça qui vont nous permettre comme indice de faire le lien. Et puis, quelquefois, en étant en 5-6 mois de travail, une information vient à nous, en fait. Et tiens, on a appris que tante Ginette a fait une dépression aussi, en fait. Donc, en fait, quelque part, c'est le travail qui va nous permettre de savoir si c'est quelque chose qui est propre à notre incarnation ou si c'est de l'ordre de la dépression de l'arbre qu'on a récupéré un peu à notre insu. D'accord. Quand tu dis la dépression de l'arbre, c'est la dépression de l'arbre généalogique de la famille, Oui, finalement. exactement, oui, et de l'inconscient familial qui, Inconscient. voilà, qu'on porte en nous, en fait. Ok, waouh. Oui, ça m'est déjà arrivé, moi, de renvoyer certaines personnes vers des... Parce que moi, je ne fais pas de transgénérationnel, enfin, de psychogénéalogie, et de renvoyer des personnes quand elles m'expliquent leur histoire. Je dis non, mais là, il faut aller voir dans l'arbre généalogique. Je veux dire, on peut prendre des antidépresseurs ou autre, mais là, vu l'histoire, voilà. Il y a eu tellement d'événements dans la famille, tellement de choses, de deuil, ou des choses pas claires, pas accomplies, que vaut mieux aller directement voir les généalogies
générations supérieures. Ouais. Complètement. Ça peut être vraiment des deuils bloqués, en fait, ou des traumatismes C'est ça. importants qui nous font ce débordement émotionnel, en fait, et dont on ne sait pas trop quoi faire. Donc, oui, ce travail permet d'éclaircir, en fait, l'origine du problème. Et pour le burn-out, alors c'est pas vraiment une pathologie mentale, hein, le burn-out, c'est un syndrome d'épuisement. Bon, il y a le cerveau aussi, il va un peu disjoncter pendant le burn-out, mais tout comme le corps. Et est-ce que toi, tu connais des cas de personnes Alors, je connais des cas de personnes qui se sont faites accompagner avec cette pratique. Mhm. Peut-être juste préciser, parce que du coup, moi, je n'ai encore pas accompagné sur cette problématique en particulier. Mhm. Mais après, comme on voit que c'est la même logique, en fait, pour toutes les pathologies et que finalement, tout se tisse au fur et à mesure. Peut-être ce qui est bon d'ajouter, c'est qu'en fait, le burn-out, ça pose la question de vraiment, j'ai occulté mes limites Mhm. au point que j'ai dû en perdre toute mon énergie. Mhm. Donc c'est la question, qu'est-ce qui en est la cause et pourquoi j'ai dû et au profit de qui et de quoi j'en suis arrivée à ce point pour me vider complètement de toute mon énergie. Mm. Oui, tout à fait. Oui, c'est la première question à se poser. Mais il n'y a pas forcément dans ce cas-là, bon, la burn-out, c'est aussi un syndrome d'épuisement qui est assez récent, c'est vrai. Hein, c'est pas comme certaines pathologies qu'on connaît depuis des siècles, mais il n'y a pas forcément de lien. Ou parfois, on voit, je ne sais pas, le père a fait un burn-out et après le fils aussi, ou quelque Comme tu chose qui n'est dis, pas. ouais, comme tu dis, c'est vrai que c'est comment dire, une pathologie plutôt récente. Hmm, Peut-être à l'époque, ça existait, mais sous des formes un peu différentes, peut-être hmm, plus liées dans le cadre de la dépression, parce que hmm, tu me confirmeras, mais je pense que le burn-out, ça fait vraiment aussi écho à la charge mentale qu'on peut avoir dans notre vie moderne, où tout va à 1000 à l'heure, où par exemple le rôle de la femme est très pris par la maison, les enfants, mais aussi le job et sa place au niveau hmm. professionnel. Donc, c'est Oui, oui, une c'est vrai que c'est notre société aussi qui a fait qu'on est de plus en plus stimulé, de plus en plus stressé. Et quand la réaction biologique du stress est tout le temps activée dans notre corps, eh ben, en fait, on s'épuise parce que quand le stress est activé, on ne recharge pas les batteries. Donc, s'il est tout le temps activé, ben, les batteries, au bout d'un moment, elles viennent à plat. Ouais. Tout à ouais, fait. Oui, ce serait plutôt du coup pour les pathologies mentales, même la schizophrénie, j'imagine, les troubles exactement. bipolaires, tout ça. Hein, Oui, ouais, ouais. ben là, souvent, on trouve un traumatisme qui s'est passé une, deux, trois générations au-dessus, en fait, et qui est la cause, parce que c'était tellement un non-dit que ça se biologise dans les générations suivantes, en fait. Donc, Hmm, c'est hmm. l'expression de la dureté du trauma au-dessus. Ouais. Oui, puis alors, moi, je vais juste ajouter une remarque par rapport, parce que souvent en recherche en sciences, on essaye de toujours chercher dans le physique, dans le domaine, ce qui est palpable, hein, la biologie. Et souvent on dit oui, mais c'est un problème, le cerveau, il y a une malformation du cerveau ou c'est génétique, etc. Bon, déjà, les gènes, on sait maintenant que ça se change. Pas tous, évidemment, il y en a certains qu'on ne peut pas changer, mais quand même beaucoup, énormément. Hein. On a vraiment des capacités incroyables dans notre corps. Et puis, il faut rappeler aussi aux gens que le cerveau, même s'il y a une maladie mentale qui apparaît au risque, et c'est biologique, j'ai souvent entendu ça, oui, mais enfin, notre cerveau, il est capable énormément de se changer. S'il y a bien un organe qui se change le plus tout au long de sa vie, surtout si vous le faites bien fonctionner, ça va être le cerveau. Donc, une pathologie mentale qui a l'air d'être liée à la biologie, à la structure du cerveau, même qu'on a ça depuis naissance, ça peut encore quand même évoluer dans le bon sens. Mais je pense Mm. qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire et trouver des clés pour débloquer tout ça. Et peut-être que Complètement. oui, un travail en psychogénéalogie permettrait finalement d'aller chercher aussi le trauma à l'origine et donc d'aider la biologie actuelle de la personne qui porte ça dans les générations suivantes à débloquer aussi ça. Oui, tout à fait. Complètement. Voilà. Et ça me fait penser, du coup, je rebondis sur Bruno Clavier, qui est lui psychanalyste et qui accompagne beaucoup les enfants, dont les autistes, en fait, Hmm. et les adolescents. Et en fait, il a vraiment mis en lumière que, comment dire, un travail par le dessin, en fait, chez l'enfant, peut exprimer et exprime beaucoup de l'émotionnel, de l'inconscient familial en fait. Et que parfois, il suffit en consultation avec un parent présent et puis de verbaliser à l'enfant ou même à la rigueur de faire la consultation avec le parent et que l'enfant est juste dans son coin, il joue. Mais en fait, le fait de poser les mots MOTS, ça permet de libérer les mots MAUX en fait. Mhm.
Ouais, ouais, c'est formidable tout ce qu'on peut voir à travers l'inconscient, finalement, s'exprime, que ce soit à travers le Exact- dessin ou plein de choses. Exactement. On se rend pas compte, hein, mais C'est partout finalement. Même ouais, tout à il paraît même que, je sais plus si c'est toi qui m'avais dit ça ou si c'était autre chose, mais que même dans la décoration ou les objets, la Oui, manière dont dans la maison. C'est tout vrai que à moi, pour fait. mes clients en dépression, je leur fais ranger leur maison parce que la dépression, on accumule beaucoup. Enfin, c'est très lourd, c'est très dense. Les intérieurs sont très chargés. Et il paraît que oui, ça exprime aussi beaucoup de choses. Donc, Complètement. Ben oui, mais et même au-delà de notre environnement, on va dire notre carapace, notre véhicule mm, mm, d'incarnation, mm, en fonction de voilà des couleurs qui nous sont les plus habituelles pour s'habiller, pour voilà tout ça, ça parle en fait. Et quand on a ce décryptage-là et qu'on arrive à cumuler en fait les outils de décryptage des rêves, de décryptage des synchronicités, des événements récurrents, mm. on en vient en fait à avoir une carte, une lecture globale qui est un outil vraiment précieux. Mm. Mm, mm. Et alors, dis-moi, maintenant, je pense si quelqu'un se dit, ah tiens, peut-être qu'un travail en psychogénéalogie pourrait être intéressant pour moi parce que je sens, voilà, peut-être qu'il y a une émotion, un blocage, j'ai l'impression qu'il ne m'appartient pas du coup, ou Mhm. que peut-être que j'ai vu que ma grand-mère avait quelque chose de similaire ou quoi. Ouais. Quand est-ce que c'est le bon moment pour la personne d'aller consulter? Parce que j'imagine qu'aussi, parce que c'est quand même un travail assez difficile. Est-ce que il y a des moments plus propices que d'autres ou est-ce que non, dès qu'on sent qu'on détecte quelque chose, est-ce que c'est bien d'aller tout de suite? Est-ce que voilà. Oui, bah, comme je te disais tout à l'heure, c'est que à partir du moment où on ressent cette lourdeur, en fait, sans forcément pouvoir l'expliquer, et puis pour d'autres, ça va être non, mais là, j'en peux plus vraiment, je j'avance plus, je suis bloquée, tu vois, tous des projets qui capotent, il n'y a rien qui arrive à aboutir. Mm, Bon, bah là, c'est des signaux qui peuvent nous dire ça pourrait être intéressant de se faire accompagner pour être dans un élan de réparation, de guérison de l'arbre, et puis ben, peut-être, je dirais, comment dire, de développement de son propre, comment dire, de sa propre vie, mais je veux dire en faisant ses propres choix. en Pas se sous libérant, oui, finalement, en l'inconscient. se libérant de Exact. ce qui nous bloque, de Tout à nos... fait. Ouais, tout à fait. Ouais, on sait même, au-delà, même sans aller dans la psychogénéalogie, donc les générations supérieures, on sait déjà que rien que l'éducation qu'on a eue de nos parents nous influence énormément. Enfin, c'est quelque chose, on a été construit avec ça. Et d'ailleurs, c'est Jung hein, qui disait le processus d'individuation, c'est devenir un individu délesté de ce que nos parents nous ont appris et qui finalement n'est pas pour nous, ce que la société nous a appris et nous a conditionné mais qui n'est pas pour nous. Et c'est tout un travail de devenir soi, finalement. Moi, je trouve que c'est le travail d'une vie. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est comme je te disais en introduction, hein, de répondre à la question du qui suis-je en fait. Et c'est un petit peu comme voilà, le sac à dos chargé avec lequel on arrive quand on est, ben, c'est arriver à délester et à remettre en fait aussi sur l'arbre une notion d'amour, de respect, dommage pour les générations passées qui ont vécu des traumatismes importants en fait. Et c'est reconnaître que si c'est passé comment dire, des traumatismes, des personnes qui ont été un peu dures, c'est certainement qu'il y avait un mal-amour qui a été appris en fait de génération en génération. Et globalement, c'est du respect qu'on doit redonner et beaucoup d'amour à tout le monde. Voilà. Et est-ce qu'on pourrait terminer alors peut-être avec un exemple concret d'une personne que tu as suivie ou que tu connais qui a fait ce travail-là et qui a réussi à débloquer? Comment c'était avant pour elle, comment c'était après? Peut-être pour s'imaginer qu'est-ce qu'on peut débloquer avec un tel Ouais. travail. Qu'est-ce qu'on peut débloquer? Ça peut être j'ai beaucoup d'exemples en tête. Ça peut être par exemple une personne qui n'arrive pas à se positionner. Ben, je vais parler de moi, comme ça c'est plus simple. Comme tu veux, tu choisis. Un bon exemple. Tu choisis. Beaucoup de mal à se positionner dans le travail en fait. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait du droit, après j'ai fait de Ouais. l'archi. Voilà, pendant 7 9 ans. Du coup, ça représente un parcours assez important. J'ai fait du commerce, la naturopathie, la psychogé. Clairement, en fait, quand j'ai commencé la psychogénéalogie, je tâtonnais, je ne savais pas quoi faire de mon activité en fait professionnelle. Et aujourd'hui, je vois une clarté en fait, parce qu'il y a une lecture qui a été mise sur des traumatismes au-dessus.
et en fait qui me permettent aujourd'hui de prendre ma place, d'être plus alignée avec qui je suis vraiment et puis de revendiquer que c'est mon propre choix de vouloir faire comme ça et pas comme ça. Mm. Parce que c'est vrai qu'il existe souvent voilà, des générations où on a un enfant, donc adulte aujourd'hui, mais qui est devenu ingénieur comme papa, ou il a fait médecin pour faire comme grand-père, ou parce qu'il y a l'injonction en fait qui est transmise de faire le même métier pour avoir le même statut social, pour avoir voilà donc voilà décortiquer toutes ces injonctions, tous ces secrets, de mettre en lumière toute l'histoire familiale en fait. Ça nous Mm. permet nous de se dire ben, d'où je viens et ok j'ai ma place Mm. pour construire ce qui m'anime vraiment. Mm. Et construire, en fait, voilà, le travail du transgénérationnel, c'est peut-être bien de se réapproprier son futur, tout simplement. Ouais. Mm. Ou même là, tu parles du grand-père qui était médecin et le petit-fils doit faire pareil. Ou parfois, quand les grands-parents ou les parents n'ont pas pu faire quelque chose et qu'ils Aussi. ont cette, comment dire, cette frustration de ne pas avoir pu faire des études parce qu'il y a eu un bébé en route et qu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas la pilule ou peut-être que, je sais pas, un problème d'argent qui fait que, et souvent l'injonction de, après, donner aux enfants, aux petits-enfants, tu dois faire des études, tu dois réussir, tu as cette chance. Enfin, il y a peut-être aussi des choses comme ça. Et Il c'est y vrai a que finalement, du coup, on n'atterrit pas du tout à sa place parfois, hein. Il y a beaucoup de gens qui se sentent perdus encore aujourd'hui. Exactement. Et en replaçant aussi notre fratrie, ben, et puis les fratries au-dessus, évidemment, il y a une question de remettre les personnes à leur bonne place, notamment par rapport aux fausses couches ou avortements. Mm. C'est des choses qu'on peut oublier parce qu'à l'époque, les femmes n'en parlaient pas ou alors c'était vraiment entre elles et ça n'a pas forcément été dit aux enfants. Mais du coup, ça décale le rang de naissance en fait pour un enfant. Et Mm. typiquement, un enfant qui est censé être un numéro un, mais en fait qui apprend en faisant le travail que non, il y a eu un avortement ou une fausse couche avant lui, et ben c'est un enfant numéro 2 en fait. Et dans l'énergie que ça exprime dans l'arbre, enfin en tout cas dans sa génération à lui, c'est pas du tout la même posture qu'un enfant numéro un qui, lui, son énergie va être de transformer ses parents en tant qu'hommes et femmes en parents. Voilà, c'est une énergie créatrice qui apporte beaucoup de changements dans la famille. Mm. Donc ça peut avoir vraiment beaucoup de répercussions, ces bébés morts ou ces avortements qu'on retrouve en fait après le Mm. travail. Mm. Mm. Ouais, c'est fou comme tout nous influence, Exactement. notamment le Et des cercle rituels. familial. Mm. Ouais, et peut-être, parce qu'au début, tu parlais voilà, qu'il y avait peut-être quelques personnes qui voient ça d'une façon un peu ésotérique, mais pas du tout. On part vraiment, comme je te disais, sur les actes, et puis ben, tous les faits, les actes de traumatisme qui viennent à nous, qui expliquent tout. Mais il y a quand même une part aussi comment dire, de réparation qui passe par des rituels. Notamment, Mm. voilà, un petit rituel avec une bougie, par exemple, pour honorer un enfant mort en bas âge, par exemple. Ou parler, hein, je crois, comme tu dis, mettre des mots Oui, sur les mots, hein, parler, oui, oui, le dire à voix haute, libérer cette oui. énergie et dire ce qu'on ressent. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Ça peut être par l'écriture aussi, et puis Mm. après brûler la lettre à qui on n'aurait pas pu Mm. adresser un ancêtre décédé, mais lui dire toute la colère ou toute la tristesse Mm. dont on a besoin de se décharger en fait pour nous Mm. alléger. Mm. Mm. Tout à fait. Mm. Super, ben, merci beaucoup Vanessa. Et Un grand dis-moi merci. alors si on a envie si pour les personnes qui regardent cette conversation et qui aimeraient éventuellement se faire accompagner par toi en psychogénéalogie, où on te retrouve, par où on te contacte. Alors, du coup, on me retrouve sur mon site internet, donc www.kaleidessence avec un Ouais, je mettrai K.fr. le lien en dessous de la vidéo comme Oui, ça. voilà. Voilà, tout est dessus comme information. On me contacte par mail et sinon, je suis aussi disponible sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc Kaleidessence, ou sur le profil LinkedIn Vanessa Desdoigts. Ok, super. Voilà. Bah, merci beaucoup Vanessa. Un grand merci à toi, Nadia, pour Et cette puis, interview. oui, mais de rien, avec plaisir. Puis peut-être à une prochaine fois pour un autre sujet. Eh ben, avec plaisir. Merci à toi. Merci. Salut. Salut.